Je vous souhaite la bienvenue pour mon nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un livre extrêmement intéressant qui est sorti en 2020. Je vous dirais que ça fait partie probablement de mon top 10 à vie de mes livres préférés. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les... Ben, c'est pas que j'aime pas les romans, mais j'ai pas tendance à lire beaucoup de romans. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais j'aime lire des choses qui vont m'apprendre des informations nouvelles. J'aime ça aussi en ressortir avec des nouveaux apprentissages que je vais pouvoir utiliser dans mon quotidien. J'aime les choses quand même pratico-pratiques. Puis on va parler d'un livre justement qui est pratico-pratique, puis un livre qui va augmenter vos connaissances dans tout ce qui est la communication humaine. Moi, c'est vraiment un de mes sujets préférés. Puis j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un livre qui est sorti en 2020 qui s'appelle « Je suis un chercheur d'art, les mécanismes de la communication et des relations humaines ». Ça a été écrit par Guillaume Dulude. En fait, c'est vraiment son premier livre. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai connu cet auteur-là. J'avais écouté à un moment donné, tout le monde en parle. De temps en temps, j'écoute cette émission-là, puis il recevait Guillaume Dulude. Je connaissais pas cet homme-là. Là, j'ai écouté son discours, il parlait beaucoup de communication. Moi, ça m'a interpellé immédiatement parce que c'est vraiment un sujet que j'adore depuis de nombreuses années. Je m'intéresse à ça depuis que je suis adolescent. Ça me passionne énormément, bref. Puis, il venait de sortir son livre en 2020. Puis, j'ai décidé de l'acheter parce que la façon qu'il en parlait, ça m'avait vraiment interpellé. Puis, dans le fond, l'auteur, à la base, c'est un docteur en neuropsychologie. Il étudie aussi, puis il pratique et enseigne la psychologie de la communication et de l'influence interpersonnelle, et ça depuis 2005. Il est aussi animateur d'une émission qui s'appelle Tribal. Je pense qu'il y a eu 1 ou 2 saisons. Ça s'appelle Tribal, comme je viens de dire. Ça a été diffusé à TV5. Je pense que la première saison, c'était en 2020. Puis le concept de l'émission, super intéressant, là, j'ai commencé à la regarder récemment, puisque je ne l'avais pas vu avant, c'est que Guillaume Dulude, il s'en va dans des tribus vraiment là, très éloignées de tout ce qui est société occidentale, qui n'ont pas accès à la technologie. Puis il s'en va carrément étudier la communication avec ces peuples-là, même s'ils ne parlent pas leur langue. Il va nous montrer comment rentrer en contact avec des gens, même s'ils ne parlent pas la même langue. Quelle technique il va employer pour pouvoir se faire intégrer dans ce peuple-là, dans ces peuples-là, parce qu'il a rencontré beaucoup de peuples. Puis, il va nous montrer un petit peu la façon de s'y prendre pour avoir une bonne communication. Puis son émission Tribal, c'est un petit peu, si on peut dire, une démonstration des techniques qui nous parlent dans son livre. L'émission, je vous la recommande fortement. Je vais même vous mettre le lien là, dans ce podcast-là pour que vous puissiez au moins écouter la saison 1. C'est ça, je me demande si on fait de la saison 2, mais s'ils l'ont pas fait, je pense que Guillaume Dulude, là, il me semble qu'il disait qu'il voulait en faire une deuxième. Mission extrêmement intéressante pour les quelques épisodes que j'ai regardés. C'est un homme qui parle 9 langues, Guillaume Dulude. C'est quelqu'un de très, très, très brillant, très intelligent, avec une grosse expérience. Lui, il a commencé vraiment à s'intéresser à la psychologie, à la communication, début de sa vingtaine. Il était parti faire le tour du monde. C'est une période qu'il se cherchait un petit peu. Qui ne savait pas trop dans quelle branche aller. Il a voulu aller à sa rencontre, finalement, dans ce voyage-là, qui a été extrêmement difficile pour lui. Dans sa chaîne YouTube, il en parle, là. Ça l'a ouvert sur la connaissance de soi, sur qu'est-ce qu'il voulait faire de sa vie. Puis il a appris vraiment, là, en faisant ce voyage-là, à travers le monde, que la communication, c'était vraiment... Puis la psychologie, c'était vraiment des passions très, très fortes pour lui. Puis aussi, il est fondateur d'une entreprise
qui s'appelle Psycom. Je pense que, si je ne me trompe pas, il l'a fondé en 2005. Dans le fond, c'est un site internet. Je vais aussi vous mettre le lien là, dans le podcast. Psycom, c'est son entreprise. Lui, il offre des formations pour apprendre des techniques de communication. Je pense qu'il y a trois phases. Il y a Psycom 1, Psycom 2 et Psycom 3. Psycom 1, c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai compris là, quand il en parlait sur sa chaîne YouTube, c'est comment mettre en application les techniques qu'il enseigne dans le livre que je vais vous parler d'aujourd'hui. Son premier livre, en fait, que je vais vous parler aujourd'hui. C'est qu'il montre dans Psycom 1 comment concrètement utiliser les techniques de communication qu'il enseigne dans son livre. C'est sûr, c'est des formations qui sont payantes, mais les retours, en tout cas, que j'ai lus, ça a l'air très, très, très intéressant. Je pense même moi-même peut-être m'inscrire à cette formation-là. C'est une formation qui est à vie, donc on a accès à vie. Puis c'est une formation, entre autres Psycom 1, qui est sur Internet. Je pense que Psycom 2, Psycom 3, il y a du présentiel, il y a des séminaires, puis on va pousser un petit peu plus là, toutes les techniques de communication. On va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant de commencer aussi, c'est un livre que je vous dirais qui est très accessible, mais c'est un livre quand même, il y a quand même une certaine exigence là, pour le livre de Guillaume Dulude, du sens que beaucoup d'informations dans son bouquin. C'est un bouquin, je vous dirais, il y a à peu près plus de 550 pages. Je vais faire 2 parties à ce podcast-là parce que en travaillant dessus, là, je me suis aperçu que juste faire un podcast qui fait un résumé du livre, ça serait trop long. J'ai décidé de faire ça en 2 parties. Je vais vous faire la première partie aujourd'hui. Puis, dans les prochaines semaines, je vais vous faire la deuxième partie de mon résumé là, sur cet excellent livre. Ça va être plus digeste si je fais ça en 2 parties que si je le ferais en 1 partie. Fait que donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le fond, Guillaume Dulude, lui, quand il était jeune, il faisait de la natation. Il explique ça dans son livre. À 14 ans, il était inscrit là, dans une ligue de natation. Puis, il était confronté au fait que il y a des jeunes filles de 9 ans qui étaient meilleures que lui, plus rapides que lui en natation, même si il était plus grand. Déjà à 14 ans, il mesurait 1m83. Puis il comprenait pas pourquoi il était pas capable d'être plus rapide. Il comprenait pas pourquoi il était pas capable d'être plus rapide que des jeunes filles qui étaient vraiment plus petites que lui. Puis il comprenait pas non plus parce qu'il regardait la façon qu'il nageait, puis il avait l'impression qu'il avait la bonne technique. Puis, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? C'est que en posant des questions à ses entraîneurs, il leur demandait qu'est-ce que je peux faire pour être plus rapide. J'aimerais ça être meilleur nageur. Puis c'était un peu vague là, la façon que les entraîneurs leur enseignaient. Il lui disait en gros que si tu vas voir, c'est avec le temps, tu vas être meilleur, pour pouvoir avoir d'expérience, tout ça. Puis, à un moment donné, il y a eu une blessure, il n'a pas pu continuer à faire de la natation. Puis, il a décidé, à cette époque-là, qu'il faisait un bac en communication, il s'est aperçu, dans le fond, qu'il y a une révélation sur le talent en communication. Comment ça fonctionne vraiment, la communication humaine. Il a essayé de faire un parallèle avec la natation parce qu'il ne comprenait pas comment des jeunes filles pouvaient être plus rapides que lui. Puis, il s'est aperçu que oui, il y a une technique pour être meilleur nageur, mais aussi pour être meilleur en communication, ça prend aussi des techniques. Il a voulu définir concrètement une méthode pour interagir efficacement avec les humains. Il a essayé de mettre ça concrètement sur papier, en faisant aussi, en créant son entreprise.
Lui se demandait comment ça fonctionne les relations humaines qui sont fortes. Techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être meilleur en communication? Comment on crée des relations humaines fortes, positives, puis efficaces aussi. Puis, c'est quoi les mécanismes précis, les comportements qui sont responsables là, de la relation chez un humain? Puis c'est quoi les mécanismes précis qui sont responsables de ce qu'on appelle la confiance entre deux personnes? C'est quoi les actions à poser dans l'instant présent qui favorisent l'augmentation de la force de la communication? Parce que des fois, on sent qu'avec des gens que la communication est plus facile, elle coule de source, mais on ne sait pas concrètement pourquoi c'est plus facile avec certaines personnes. Lui s'est intéressé vraiment à la technique. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans son livre, c'est qu'il va nous démontrer que si une communication, ça fonctionne bien, c'est pas par hasard qu'elle va bien fonctionner, cette communication-là. C'est qu'il y a eu, au préalable, des choses qui ont été faites dans l'ordre. Il y a eu des techniques qui ont été employées. Il y a eu si on peut dire, des lois, des règles qui ont été respectées pour faire en sorte que cette interaction-là avec une personne, ça fonctionne bien. Puis inversement aussi, il s'est aperçu qu'il y avait des comportements qui pouvaient empêcher que la relation se développe de façon positive. Là, je viens comme de vous nommer quelques concepts, quelques questionnements plutôt, que Guillaume Duluth s'est posé, s'est inscrit dans son livre, ces questionnements-là. Puis c'est suite à ça qu'il a décidé de faire, justement, de créer son entreprise pour pouvoir enseigner aux gens comment communiquer de façon plus efficace, comment être aussi de montrer plus de leadership, comment être pris plus au sérieux, comment aussi développer plus de confiance en ses capacités à mieux s'exprimer, parce que je pense que la plupart des gens le savent, là, mais avoir des conversations difficiles avec certaines personnes, ça cause énormément d'anxiété. Puis il n'y a personne au quotidien qui peut dire qu'il n'y a jamais des conversations difficiles qu'il va avoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça peut être, exemple, on va avoir une augmentation de salaire, puis là, il faut rencontrer notre patron. Comment exprimer notre besoin? Comment être crédible dans notre communication? Ça peut être en entrevue pour un nouvel emploi. Tu sais, comment bien se vendre, autrement dit. Comment bien communiquer son message pour que ça soit clair, net et précis. Comment contrôler aussi son non-verbal, parce que le non-verbal, je vais revenir là-dessus plus tard, là, mais c'est très, très important dans la communication. Il n'y a pas juste... Les mots, c'est une chose, mais il n'y a pas juste les mots qui font en sorte que la communication est bonne. C'est qu'il y a le non-verbal, il y a la respiration, il y a aussi la façon d'écouter, il y a aussi la façon qu'on est naturellement, notre propre nature, notre personnalité. Tout ça va jouer dans la communication qu'on va avoir avec les gens. Puis c'est pour ça que je trouve que ce livre-là, c'est un must à lire absolument. Si le moindrement vous vous intéressez à la communication. Puis honnêtement, là, si vous vous intéressez pas à la communication, vous devriez le faire. Parce qu'à tous les jours, on doit faire face à la communication avec les gens. On travaille souvent en équipe. Ça peut être aussi les relations interpersonnelles, amicales. Ça peut être les relations amoureuses aussi. Pourquoi il y a autant de couples de nos jours qui se séparent? Bon, je pense qu'on n'a jamais vu autant de séparations. Dans le temps de mes parents, il n'y avait pas autant de séparations. Mais depuis les années 90-2000, les relations, ça dure pas. Ça dure pas parce que il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Il y a probablement il y a plein de facteurs, là. Ça peut être l'accessibilité à d'autres personnes via les réseaux sociaux, les sites de rencontres et tout ça. Mais il y a aussi le fait que on communique mal nos besoins, on laisse des non-dits qui laissent un malaise. On va retarder des conversations difficiles qu'on doit avoir. Puis c'est des conversations
que peu importe, même si on laisse passer 2-3 semaines, ben il va falloir qu'on les ait, ces communications-là, qu'on ait ces discussions-là avec les personnes. Puis dans le livre de Guillaume Dulude, ben, il explique exactement comment aborder une communication avec une personne, les techniques qu'on peut employer de base, qui sont vraiment clairement expliquées. Quand je disais que c'est un livre exigeant, je disais que c'est un livre exigeant parce qu'il y a énormément d'informations dans le livre. C'est un livre qui est dense. C'est un livre qui est exigeant, mais en même temps qui est, je dirais, grand public. Mais il faut quand même prendre le temps là, de se poser, de le lire. Puis moi, j'ai souligné beaucoup. Je vous dirais que c'est un livre qui gagne à être relu plus qu'une fois. Il y a une partie de son livre que j'ai trouvé vraiment intéressante. Puis ça, j'ai été le premier à penser que c'était vrai, là. C'est le mythe de l'intelligence émotionnelle. J'ai été le premier à penser que ça existait pour vrai, l'intelligence émotionnelle. Mais Guillaume Dulude, il va nous expliquer que c'est un mythe, l'intelligence émotionnelle. C'est pas un type d'intelligence qui existe pour vrai. En fait, c'est un petit peu un thème marketing, l'intelligence émotionnelle. Lui, il dit que c'était même une fraude scientifique, parce qu'il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement là-dedans. Moi, l'intelligence émotionnelle, j'ai comme pris connaissance de ce concept-là quand j'ai acheté le livre de Daniel Goleman, qui s'appelle L'intelligence émotionnelle, puis qui a été paru en 1995. Puis ce livre-là, je crois que c'est un professeur en psychologie de Harvard. Je pense que Daniel Goleman, c'est un professeur en psychologie de Harvard. Puis ce livre-là a connu quand même beaucoup de popularité en 1995 parce que c'était quand même séduisant, tu sais, de savoir qu'il n'y avait pas juste le quotient intellectuel typique, mathématique, scientifique, qu'on entend souvent parler. Mais lui, il expliquait qu'il y avait un type d'intelligence qui pouvait être relié à les habiletés relationnelles avec les gens. Guillaume Dulude, il explique dans le fond que c'est un mythe. Ça n'existe pas, l'intelligence émotionnelle. Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il osait dire ça dans son livre, parce que c'est quand même tabou, là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vrai, l'intelligence émotionnelle, que c'est un concept qui est scientifiquement prouvé. Mais non, il explique que ça n'a pas aucun fondement scientifique. Qu'est-ce qu'il explique, dans le fond? C'est que l'intelligence émotionnelle, le concept, c'est pas d'intelligence émotionnelle, c'est que la personne a des habiletés en agréabilité. En fait, c'est que ça fait partie de sa personnalité. Parce que ça, je vais en parler plus dans le deuxième podcast, mais il parle des types de personnalités. Entre autres, il y a la personnalité c'est l'agréabilité. Ça, c'est des gens qui sont très empathiques. Je vous résume ça en quelques mots, mais je vais en parler plus dans le deuxième podcast. Une personnalité agréable, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est juste gentil, là. C'est quelqu'un qui est empathique, c'est quelqu'un qui aime aider les autres, c'est quelqu'un qui aime que les gens autour de lui se sentent bien. Mais il explique que l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est juste que la personne qui supposément aurait ce type d'intelligence-là plus forte, ben, c'est qu'elle a ce type de personnalité-là qui est plus forte que les autres types de personnalités, parce que l'agréabilité, ça fait partie du Big Five. C'est un modèle là, il explique dans son livre, Guillaume Dulude, que c'est un modèle qui est reconnu scientifiquement. Puis ça regroupe 5 traits de personnalité qui est commun chez tous les êtres humains à travers la planète. Donc, on peut avoir un petit peu des 5 traits de personnalité, mais il y en a qui peuvent prendre le dessus sur d'autres. Comme, entre autres, les gens qui ont une forte agréabilité, c'est comme j'expliquais, c'est des gens qui vont être plus empathiques. Puis, en bref, l'intelligence émotionnelle, ça n'existe pas, il y a juste le facteur G qui existe. Le General Factor, en anglais, qui a été proposé par un psychologue anglais là, qui s'appelle Charles Spearman. Ça a une vraie valeur scientifique pour mesurer le quotient intellectuel. Bref, j'ai trouvé ça intéressant qu'il parle de ce concept-là, qui démolisse le concept d'intelligence émotionnelle, parce que
Moi, le premier, je pensais que ça existait, mais non, je me suis fourvoyé. Puis en lisant son livre, ben, je me suis aperçu que ben, c'était une erreur de ma part d'avoir cru en ça, parce que c'est pas un concept qui existe. Il y a une autre partie de son livre que j'ai remarqué qui est intéressante, c'est que il parle du concept d'énergie, puis en particulier l'énergie interne et l'énergie externe. Ça, c'est vraiment dans le début de son livre qu'il parle de ça. Puis il explique que pour qu'une relation de communication fonctionne, ben ça prend de l'énergie. Ça va. Une relation qui fonctionne bien, une communication qui fonctionne bien plutôt, ben c'est une communication où est-ce qu'il y a de l'énergie qui coule entre les deux personnes. Puis il explique qu'il y a une énergie qui est interne, puis il y a une énergie aussi qui est externe. Là, vous allez vous demander c'est quoi que ça veut dire ces deux concepts-là. En gros, vous avez déjà sûrement entendu parler du concept de la motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque. C'est un peu... c'est une autre façon d'expliquer ça dans son livre. Lui, il va parler plus d'énergie interne pour la motivation intrinsèque, puis il va parler plus d'énergie externe pour la motivation extrinsèque. Motivation interne, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une énergie qui est auto-générée puis indépendante des facteurs externes. C'est une énergie qu'on va créer à l'intérieur de nous en faisant des choses qui font sens pour nous. Ça peut concerner des objectifs qui sont importants pour nous, qui vont générer de l'énergie instantanément. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être quelqu'un qui fait un travail qu'il adore, qui va faire en sorte qu'il va avoir une forte motivation à s'améliorer. Puis ça, cette motivation-là va venir de lui-même. Ça ne viendra pas des facteurs externes. Il n'y a personne qui va le pousser à vouloir s'améliorer dans le travail qu'il aime parce que son travail, c'est une passion pour lui. Ça peut être un musicien, ça peut être quelqu'un qui joue de la guitare électrique, ça peut être quelqu'un qui fait de la peinture. C'est toutes des activités qui viennent d'une motivation interne, qui viennent d'une énergie interne, que quand on fait cette activité-là, ben de un, on se sent plus dynamique, de deux, on ne sent pas la fatigue ou pas beaucoup de fatigue, et de trois, ça va nous faire... ça va nous donner de la bonne humeur au quotidien. Ça va générer un sens, finalement. Une énergie interne, il explique Guillaume Duluth, que ça va générer un sens pour la personne. Puis aussi, qu'est-ce qui est important? Ça, il explique ça dans son livre, puis aussi sur sa chaîne YouTube, que aussi, je vais vous mettre le lien dans mon podcast. Il explique que quand on a une énergie interne qui est forte dans une activité, même si on vit des épreuves, même si c'est difficile. Je vais vous donner un autre exemple. Supposons qu'on retourne aux études parce qu'on n'est pas satisfait du travail qu'on fait actuellement, puis on décide d'aller à l'université parce qu'on veut atteindre un objectif de carrière. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles dans le processus. C'est sûr qu'il va y avoir des difficultés. Mais si on a une énergie interne qui est forte, on a une forte motivation intrinsèque, ben ça va faire en sorte qu'on va pouvoir réussir, ou il y a beaucoup plus de chances qu'on réussisse notre projet que si on avait juste une motivation ou une énergie externe, par exemple en voulant impressionner les autres, en s'inscrivant en médecine, même si ça ne nous correspond pas comme travail. Ça, c'est un exemple que je vais vous donner. Puis aussi, l'énergie interne, ça va aussi faire en sorte que ça va développer encore plus l'identité de la personne. La personne, elle va apprendre à mieux se connaître, elle va s'apercevoir de ses intérêts encore plus, elle va s'apercevoir que quand elle fait ce type d'activité-là, elle se sent plus vivante. Puis si on parle maintenant de l'énergie externe, que Guillaume Duluth parle dans le bouquin, ça c'est plus pour atteindre un objectif qui est associé à un renforcement extérieur de soi. Exemple, supposons qu'on va avoir de l'énergie extérieure à soi.
Ça peut être par les réseaux sociaux. C'est un exemple qui est très d'actualité en 2023. Les gens qui vont publier des photos pour avoir de la validation, pour avoir des likes, pour avoir des j'aime, pour avoir des commentaires positifs. Ben ça va créer une énergie, évidemment. Parce qu'on reçoit des commentaires positifs sur notre personne. Mais qu'est-ce que Guillaume Dulude explique dans son livre, puis ça, il a tellement raison, c'est que, oui, dans le moment, ça nous fait sentir bien d'avoir cette énergie-là externe, parce qu'on a de la validation extérieure. Si on reprend l'exemple des réseaux sociaux, en publiant des photos de nous qui nous avantagent physiquement, mais c'est de courte durée, puis ça doit toujours, c'est comme une sorte de dépendance, la façon qu'il explique dans son livre, ça doit toujours être renouvelé, parce que sinon, cette énergie-là, elle cesse de circuler en soi. Puis, si on arrête d'aller chercher cette énergie externe-là, ben, le niveau d'anxiété, là, ben, il va augmenter presque automatiquement. Puis, je vais vous donner des exemples d'énergie externe. Là. J'ai parlé de médias sociaux, d'avoir l'approbation des autres en général, d'essayer d'impressionner les autres, supposons au travail, des fois en faisant peut-être, en prenant des tâches qui ne nous correspondent pas nécessairement, mais que nous savons que si on prend ces tâches-là, ben, ça va être bien perçu par nos collègues. Puis les gens, ils vont nous trouver peut-être courageux de prendre plus de charges de travail, puis même si c'est des tâches qu'on déteste, peut-être même des tâches qu'on n'exploite pas notre talent, ben, c'est l'approbation des autres, de vouloir l'approbation des autres, c'est tellement fort que la personne, elle va le faire coûte que coûte, mais au bout du compte, la personne ne sera pas satisfaite de son travail, ne sera pas satisfaite de faire ces tâches-là parce qu'elle ne le fait pas pour les bonnes raisons. Donc, c'est ça, c'est pas de l'énergie interne, c'est l'énergie externe qu'on va chercher. Il y a des gens aussi qui vont aller chercher une certaine énergie externe en consommant de l'alcool. Par exemple, les gens qui sont peut-être pas à l'aise socialement, qui vont abuser un peu d'alcool pour être en état d'ivresse. Puis là, ils vont pouvoir se sentir un petit peu plus à l'aise socialement, plus détendus. Le problème avec ça, c'est que ils se sentent à l'aise socialement, ils se ressentent une énergie juste momentanément quand ils ont consommé un petit peu trop d'alcool. Mais dès que les effets de l'alcool se dissipent, ben la personne elle se retrouve avec le même niveau d'énergie, puis l'anxiété revient à son niveau initial, donc plus élevé. C'est des gens aussi qui vont rechercher des sensations fortes. Ça peut être... Tu sais, il n'y a rien de mal là, à faire des activités telles du parachute, faire du bungee, faire de la décalade urbaine, faire de l'escalade. Je suis le premier à adorer ces activités-là. Mais si on fait uniquement ces activités-là pour avoir un shoot de dopamine dans le cerveau, pour avoir un shoot d'énergie, la dopamine, c'est un peu une hormone du plaisir. Là. On va aller chercher ça souvent dans des choses avec des plaisirs immédiats comme le sucre, manger du sucre. Pour certains, ça va être de la drogue, tout ça. Ben, les sensations fortes, on est toujours à aller chercher des sensations fortes, mais on fait pas ça pour les bonnes raisons, juste pour expérimenter de nouvelles activités, puis sortir de notre zone de confort. Ça, c'est une motivation qui est louable. Là. Moi, c'est la mienne, personnellement. Mais si on le fait juste pour se sentir vivant, parce que on n'a pas d'énergie interne, on n'est pas capable de l'acquérir par nous-mêmes, ben ça, c'est un problème. C'est ça que Guillaume Dulude explique dans son livre. Ça devient un problème parce que ça crée une dépendance à toujours aller chercher à l'extérieur une énergie qu'on pourrait créer par nous-mêmes en faisant une activité qui fait sens pour soi, mais qui fait sens pour soi dans notre propre intérêt et non pas pour essayer d'impressionner les autres. Puis aussi, ben, je veux dire, on est dans une période où est-ce que les gens ils vont écouter beaucoup de plateformes de films, de séries sur Internet avec Amazon Prime, Disney+, Netflix.
Les gens, ils vont aller chercher avec le divertissement une certaine dose d'adrénaline, d'énergie externe. Ça, c'est momentané aussi parce qu'un coup qu'on a regardé notre film, notre émission, on n'est pas mieux dans notre peau. Puis ça nous a pas appris grand-chose. Puis c'est pas une énergie qui demeure. C'est une énergie qui est momentanée. Puis après avoir écouté un film, une série, après ça, on retombe dans notre routine, puis le niveau d'énergie baisse, puis si on est anxieux, le niveau d'anxiété va remonter. Fait que, tu sais, il dit vraiment de privilégier toujours l'énergie interne, parce que, selon lui, c'est ça qui fait que la personne va accroître sa croissance personnelle. Même si le terme croissance personnelle, il est peut-être un petit peu brûlé. Vous comprenez sûrement qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que pour devenir une meilleure personne, pour s'améliorer, il faut toujours, selon Guillaume Duluth, aller chercher de l'énergie interne. L'énergie externe, de temps en temps, il dit que c'est pas mauvais, mais il faut vraiment mettre beaucoup plus d'emphase sur l'énergie interne. Là, on va rentrer vraiment dans une partie de son livre majeure. C'est la partie 2, je vous dirais. C'est le chapitre là, où est-ce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations. C'est à partir de ce chapitre-là que quand je l'ai relu, parce que je me suis retapé le livre au complet, là, je me suis dit, ouf, là, je serais pas capable de tout rentrer ça dans un podcast. Je trouvais que c'était mieux d'en faire 2. La partie 2, c'est la conscience dynamique puis son application. Ça, c'est vraiment la partie là, centrale de son livre qui est presque sur 200 pages, je crois. C'est vraiment une grosse partie de son bouquin qui parle de concepts super intéressants, mais en même temps, quand même, à la première lecture, je vous dirais, c'est pas toujours évident de bien saisir le concept de vulnérabilité. Ça, c'est un concept qui parle dans cette partie-là. Puis c'est un concept aussi qui parlait énormément dans sa chaîne YouTube. Il y a beaucoup de diffusion de son émission sur sa chaîne YouTube. Ça, je sais pas si on peut appeler ça une émission, mais bref, sur sa chaîne YouTube, il y a des épisodes qui parlent beaucoup de vulnérabilité, puis explique en gros que le concept de vulnérabilité, là, c'est pas le concept que les gens pensent à prime abord. Le concept de vulnérabilité, il dit que ça peut être verbal, mais ça peut être aussi non-verbal. Il dit qu'en gros, là, pour augmenter l'énergie dans une relation, pour faire en sorte qu'une relation soit puissante, soit forte avec le temps, c'est indispensable d'augmenter notre niveau de vulnérabilité dans la relation. Puis il explique aussi que c'est pas un one-way. Il explique que pour augmenter, oui, on doit nous-mêmes augmenter notre niveau de vulnérabilité dans la relation avec une autre personne, mais que l'autre doit aussi se dévoiler aussi. Parce que si la personne demeure avec un niveau de vulnérabilité bas, la relation, ça ne pourra pas avancer finalement. Puis il explique qu'il ne faut pas confondre, ça j'étais le premier à penser que c'était ça, la vulnérabilité. Il ne faut pas confondre le terme vulnérabilité, voyons, j'ai de la misère à prononcer le mot, vulnérabilité, avec la sensibilité, la fragilité, la faiblesse de notre personne, nos échecs, notre impuissance, avec la dépression ou la tristesse. Il explique en gros là, que la vulnérabilité, c'est pas nécessairement un concept qui est synonyme de souffrance. Pour lui, là, ça désigne la tendance d'une personne à se laisser voir par elle-même et par les autres. C'est aussi la permission d'accès qu'elle se donne dans l'instant présent. Il explique que c'est un mouvement interne. Qu'est-ce qu'il explique pour ce concept-là? C'est que c'est pas juste avec
avec les mots. C'est pas en confiant des choses de soi très intimes avec une autre personne qu'on va nécessairement augmenter notre niveau de vulnérabilité puis faire avancer la relation. En gros, là, qu'est-ce qui explique par ce concept-là? C'est que c'est s'ouvrir aux autres. C'est pas nécessairement d'employer des termes précis. C'est pas non plus le fait de discuter d'un sujet, comme je disais tantôt, qui va faire en sorte qu'on va augmenter le niveau de vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans son livre concernant ce concept-là. Il dit là, que c'est une question d'intention. Ça, j'ai été obligé de relire ce passage-là à quelques reprises parce que je trouvais que, quand même, c'était complexe. Il explique là, que pour accéder à des éléments de soi dans l'instant présent, c'est le facteur le plus important en matière de relations interpersonnelles et de stratégie de communication. La question d'intention. L'intention, c'est pas juste, comme j'expliquais, à cause des mots qu'on va utiliser. C'est la façon qu'on va exprimer notre message, la façon que ça va être perçu par l'autre, par notre non-verbal. Il dit là que l'intention en arrière des mots, là, ça fait toute la différence. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il donne l'exemple d'une conversation banale qu'on peut avoir au quotidien avec des gens. Exemple, là, la fameuse phrase « Salut, comment ça va? » L'autre va répondre « Bien, et toi? » L'autre personne va répondre « Ben oui, je vais bien. J'ai passé une belle journée. » Juste comme ça, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de vulnérabilité. Mais il explique que la façon d'exprimer le message, la façon qu'on va regarder la personne, qu'on va lui demander comment ça va, les mouvements de nos yeux, ça c'est une partie que je vais développer dans la partie 2 sur le livre de Guillaume Dulude. La façon qu'on va utiliser nos yeux, les micro-mouvements oculaires, en gros, la façon qu'on va utiliser notre voix, le ton de notre voix, le rythme de nos paroles, le débit finalement. Est-ce qu'on parle vite? Est-ce qu'on parle lentement? Le temps de silence ou pas qu'il y a entre les phrases, en respectant ou non le tour de parole. Les tensions qui sont perceptibles chez l'autre. Aussi, est-ce que la personne elle a l'air détendue quand elle exprime son message? On va le voir dans l'expression du visage dans les différents groupes musculaires faciaux. Tout ça, là, Guillaume Dulude explique que ça fait partie de l'intention derrière les mots qu'on va employer. Puis si on a une intention qui est totalement qui est totalement authentique, puis qu'on est vraiment intéressé à l'autre, puis qu'on aussi, quand on se fait poser des questions, on répond, puis avec la façon qu'on va l'exprimer notre message, avec notre non-verbal, on n'aura pas livré un message sur le pilote automatique, finalement. On n'aura pas livré un message d'une certaine froideur, pas trop d'expression. Ça va être un message qu'on va livrer d'une façon à ce que l'autre va voir qu'on est intéressé à répondre à sa question de comment ça va. Ça, c'est un petit exemple que je vous donne, parce que ça m'avait marqué dans le livre, comme je vous dis, parce que il dit que l'intention, ça change tout. Parce que lui, il y a souvent des gens qui l'approchent, qui posent des questions, parce que des fois, ils ont payé pour ses formations, ils donnent aussi des conférences, puis il y a des gens qui disaient il me semble que, je veux dire, ça change pas grand-chose d'intention. Lui explique dans son livre, là, ça je l'ai souligné à gros traits, ce passage-là, il dit que l'intention, ça change tout pour faire sentir à l'autre qu'on se vulnérabilise, puis qu'on se montre tel qu'on est, qu'on est capable de se dévoiler d'une certaine façon.
Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un concept qui va vraiment, si vous lisez le livre, qui va vraiment élaborer sur plusieurs pages. Puis, ben, c'est ça, en gros, c'est que il explique que plus une personne se vulnérabilise, plus la force de la relation augmente. Puis, il dit que la vulnérabilité, là, ça crée la relation et non l'inverse. Donc, si on veut créer une relation, il faut qu'il y ait la vulnérabilité, sinon, il explique que c'est impossible de créer une relation. Il explique par contre que, ben, dans son expérience, il a remarqué dans des conversations que des gens qui essayaient de créer artificiellement de la vulnérabilité avec une autre personne en utilisant, en guillemets, là, comme c'est marqué dans son livre, des trucs pour forcer une certaine démonstration de vulnérabilité. Je vais vous donner un exemple, puis cet exemple-là, dans le fond, c'est un exemple qui vient du livre de Guillaume Dulude. Du livre de Guillaume Dulude. Il y a des gens, des fois, qu'on ne connaît pas. On est dans un party, on se fait présenter des personnes, puis après 5 minutes, on sait tout de leur vie. Ils vont nous parler de leurs problèmes personnels qu'ils ont au travail. Ça fait à peine 5 minutes qu'on les connaît, on sait déjà qu'ils se sont fait larguer par leurs copains ou leurs copines. On sait qu'au travail, ils ont des problèmes avec des collègues, et puis ils vont nous parler ça en détail de tout ce qu'ils vivent de négatif. Ils vont dévoiler de soi, certes, ils vont dévoiler des choses d'eux-mêmes. Sauf que Guillaume Dulude explique que le cerveau va détecter que même si la personne elle se dévoile énormément comme ça, le cerveau va comprendre que c'est davantage de la pitié, de l'empathie, de l'admiration ou de l'attention que la personne va rechercher et non de créer une relation. Parce que je rappelle que la vulnérabilité, c'est le concept de base, là. C'est ce qu'il faut faire dans une relation. Il faut se vulnérabiliser pour dévoiler une partie de soi, mais il faut le faire avec doigté. Il faut le faire d'une façon aussi un rythme à respecter. Parce que si on dévoile trop, ben l'autre personne va se sentir mal à l'aise, va se sentir... elle va se braquer. Elle ne voudra pas nécessairement développer la relation nécessairement plus avec la personne, parce qu'elle en apprend plus sur elle. Il y a un rythme à respecter, puis ça, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. C'est quelque chose qui vient avec le temps, comme il explique dans son livre. C'est avec l'expérience des conversations, c'est aussi en regardant le non-verbal de la personne, c'est aussi en y allant pas par pas. Ça donne rien d'aller trop vite, de trop en dévoiler sur soi, en pensant que plus on va dévoiler de notre personne, plus on va parler de notre intimité, plus on va parler de notre vécu, plus on va parler de choses qu'on n'a peut-être pas parlé à d'autres personnes, puis qui sont quand même des sujets importants pour nous, mais ça ne veut pas dire que la relation va être plus forte, parce qu'on va en dévoiler beaucoup sur soi. Ça, j'ai trouvé ça très puissant comme concept dans le livre de Guillaume Dulude. Puis c'est un passage que je vous dirais que si vous ne comprenez pas la première fois que vous lisez, ou si vous ne saisissez pas toute l'essence du message de cette partie-là de son livre qui parle de vulnérabilité, c'est normal. Parce que, puis aussi l'aspect de l'intention de la personne derrière le message qu'elle veut envoyer à l'autre dans une relation, ben, c'est des concepts quand même qui demandent peut-être une relecture à souligner, à relire pour pouvoir l'intégrer. Mais c'est des concepts extrêmement intéressants du livre que moi j'ai adoré, puis que j'avais jamais compris qu'une relation, ça pouvait se développer à ce point à cause que on se vulnérabilisait vis-à-vis de l'autre personne. J'étais conscient qu'il fallait quand même se vulnérabiliser, fallait quand même parler de soi, sinon ça faisait une discussion qui était un petit peu peut-être superficielle, un petit peu froide. Exemple, on peut avoir des
des discussions sur la pluie puis le beau temps avec des collègues de travail, mais on se vulnérabilise pas dans ce genre de conversation-là. Quand on parle de développer une relation d'intimité avec, supposons, une relation peut-être qui a un potentiel amoureux ou une relation amicale, mais ça va demander de se vulnérabiliser, sinon la relation, elle n'avancera pas. Elle n'avancera jamais, puis ça va rester comme de l'eau stagnante, finalement. Selon l'auteur, les conséquences qui sont positives à l'accès à la vulnérabilité, point 1, ça va augmenter, comme j'ai dit tantôt, systématiquement la force de la relation avec l'autre. Le point 2, que Guillaume Duluth nous fait part des conséquences positives de la vulnérabilité, ça va donner accès à du contenu nouveau, important et puissant. Le point 3, ça va rendre capable d'absorber de nouvelles informations. Le point 4, ça va déclencher le système cognitif d'intérêt. Ça va vraiment faire en sorte que l'autre personne, elle va s'intéresser encore plus à nous connaître. En gros, c'est ça que ça veut dire. Point 5, ça va rendre disponible l'énergie pour faire face à des enjeux et à des défis. Le point 6, ça va permettre d'avoir accès à plus de créativité, à plus d'imagination et même à de l'innovation. Le point 7, c'est la base du sens des actions et des pensées. C'est pas rien. Le point 8, c'est la base de l'engagement humain. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour avoir un engagement dans une relation, il faut qu'il y ait de la vulnérabilité, sinon c'est impossible. Puis ça va augmenter la puissance de la relation. En gros, une personne qui est capable de se vulnérabiliser, mais si c'est possible aussi, c'est qu'il y a eu des conditions d'écoute qui ont été favorables. Ça, c'est un point que je vais aborder beaucoup plus dans la partie 2 sur le livre de Guillaume Duluth. Il y a une partie de son livre que j'ai trouvé super intéressante aussi. C'est après la partie de la vulnérabilité. Guillaume Duluth va donner des tuyaux, va donner des trucs pour améliorer sa communication orale. Aussi comment augmenter sa crédibilité, son leadership. Il va faire la nomenclature de quelques points qu'on peut dès maintenant utiliser au quotidien pour augmenter notre crédibilité puis augmenter notre leadership, surtout si on a un travail où est-ce qu'on doit s'exprimer devant un grand groupe de personnes, si on a des réunions de façon hebdomadaire, peu importe, ça peut servir à tout le monde. Le point 1, il dit là d'expirer avant de prendre la parole. Puis le fait d'expirer et non d'inspirer, ça va faire en sorte que ça va détendre immédiatement le public. C'est drôle parce que dans son livre, il explique ce point-là sur la respiration. Il y a une petite partie du livre qui parle de ça, de la respiration. Moi, je ne savais pas, là. Mais il explique que les humoristes, si leur gag fonctionne, s'ils font une bonne prestation, c'est qu'au préalable, avant de commencer à nous débiter leur texte humoristique, ils ont expiré. Il explique que si un humoriste va inspirer avant de livrer son texte, ça va faire en sorte que le public va ressentir une anxiété. Ça, je ne savais pas du tout. Puis ça, il dit que c'est inconscient. Là. Il dit que ça va se faire de façon inconsciente dans le cerveau de la personne. Fait que, pour détendre le public, si on a à parler devant le public, il dit d'expirer et après de commencer à parler, et non le contraire. Il explique aussi, point 2, ça je le savais déjà, là, mais c'est difficile de l'appliquer, surtout quand on est stressé et on est anxieux. Il explique que pour avoir plus de crédibilité et augmenter son leadership quand on s'exprime devant des gens, c'est d'adopter un débit de parole qui est plus lent, puis de prendre aussi plus de temps pour s'exprimer. Pas nécessairement, si on a un message à livrer, exemple, dans une réunion, l'objectif, c'est pas de livrer son message à la Louis-José Hood, de façon, c'est un humoriste québécois que la plupart connaissent. Lui, c'est son style, il est très drôle, là, je l'aime bien. Là. Il va livrer ses textes avec un débit très rapide.
Mais il explique que, supposons, on a vraiment un message important à livrer. Ben, il explique qu'il faut prendre conscience du débit de parole. Il faut prendre le temps de prononcer les mots. Il faut prendre le temps de prononcer nos phrases. Puis aussi s'autoriser à garder le silence parfois. Tu sais, de ne pas enchaîner les phrases sans silence. Il faut laisser quelques temps d'arrêt entre nos propos pour que la personne en face ou les personnes en face, ben, il y a le temps d'assimiler nos informations. Parce qu'on va les assommer si on prononce phrase après phrase, puis on dit beaucoup d'informations dans notre contenu, mais c'est sûr qu'on perd les gens. Il explique qu'il faut vraiment parler lentement, puis laisser un temps de pause entre nos phrases. Ça, c'est un point. Le troisième point, j'ai trouvé ça intéressant. Il explique que pour augmenter sa crédibilité, pour améliorer sa communication, puis pour augmenter son leadership, pour paraître plus charismatique finalement, c'est mieux d'adopter un ton de voix plus grave que d'adopter un ton de voix aigu qui va souligner aux gens qu'on est anxieux. Là, vous allez sûrement penser, ben moi j'ai pas une voix grave, j'ai une voix quand même aiguë de façon naturelle. Je commencerai pas à utiliser un ton de voix grave qui est superficiel. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais il explique juste quand on prend le temps de parler plus lentement, de prononcer les phrases correctement, de prendre plus de temps pour exprimer son propos, ben, sa voix elle va être naturellement moins aiguë. C'est plus qu'on est anxieux, parce que si on parle vite, si on veut trop livrer notre message rapidement, ben ça dit de nous qu'on est stressé et qu'on est anxieux. Quand consciemment, on adopte vraiment les techniques que je vous ai dit de ton de voix, ton de voix, débit plutôt, de parole plus lent, prendre le temps de s'exprimer, puis expirer avant de prendre la parole, bien, naturellement, on va avoir un ton de voix qui est plus grave, tout en étant naturel. Non, c'est notre ton de voix normal. C'est juste que un ton de voix aigu va se créer quand on va être plus anxieux. Puis quand on a un ton de voix plus aigu, inconsciemment, les gens, ils vont percevoir moins de leadership en nous. Ils vont nous voir un petit peu moins charismatiques aussi dans notre communication. Puis ça, c'est toujours de façon inconsciente. C'est toujours... c'est jamais, comme on dit, intellectualisé de la personne qui nous écoute. Le point 4, ben ça, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai regroupé avec le point 2. C'est pas hésiter à prendre des pauses entre les phrases, puis c'est s'autoriser de courts silences. Le point 5, ça aussi, c'est intéressant. Puis je reviens avec l'anxiété, puis avec le fait de se sentir stressé qu'on veut livrer un message important devant un groupe, ou si ça peut être, je dis un groupe ou dans une réunion, mais ça peut être si on prévoit avoir une conversation difficile avec un proche, il y a eu des malentendus, puis là on veut régler ça, ou en relation amoureuse, ben, il explique que quand on est stressé dans des conversations difficiles, on va avoir tendance à bouger, à gesticuler de façon excessive plutôt, puis à peut-être trop sourire, à utiliser le sourire à outrance. Parce que, je veux dire, sourire, il n'y a rien de mal à ça. La plupart des gens savent qu'avoir un beau sourire, ça va faire plus charismatique, ça va faire en sorte que les gens vont être plus attirés à venir nous parler. Mais il explique que ça peut être aussi un moyen de cacher, c'est Guillaume Dulude, il explique que ça peut être un moyen aussi de cacher le fait qu'on est anxieux, de faire en sorte qu'on ne veut pas que l'autre nous voit anxieux. Ça peut paraître comme ça si quelqu'un qui sourit trop. C'est aussi arriver à contrôler nos mouvements. Ça ne veut pas dire de ne pas gesticuler, ça ne veut pas dire de ne pas bouger nos mains. On peut s'exprimer et utiliser nos mains pour expliquer un point, mais il dit d'essayer de porter attention à ça si on veut augmenter
on va avoir une meilleure communication puis augmenter notre crédibilité puis notre leadership. C'est vraiment consciemment, ça se fait pas du jour au lendemain, là, comme il explique, mais de penser à diminuer nos mouvements physiques. Puis le fait de diminuer nos mouvements physiques, ça, moi, je vous parle par expérience. Comme je vous dis, moi, je traite beaucoup sur la communication, puis c'est quelque chose que j'avais déjà lu dans d'autres documents, là, d'autres auteurs, puis des vidéos que je peux regarder sur YouTube, des chaînes que je suis qui parlent de psychologie de communication, mais ce point-là, je l'avais déjà lu quelque part, là, que ça va faire en sorte, quand on diminue nos mouvements physiques, ben, on va se sentir plus à l'aise. On va sentir qu'on a plus de crédibilité. On va se sentir moins stressé. Parce que c'est vrai que le fait de gesticuler beaucoup, ben, on se sent nous-mêmes plus stressés de faire ça. Fait que, il explique que diminuer les mouvements physiques, peut-être aussi de ne pas abuser du sourire à outrance, ben ça va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure communication, qu'on va paraître plus crédible, puis qu'on va paraître plus leader devant les gens aussi. Puis ben, quand je parlais de sourire aussi, de ne pas abuser des expressions faciales qui sont trop marquées, se passer la langue sur les lèvres, se mordre la lèvre, faire des micro-expressions. C'est toutes des informations que Guillaume Dulude parle dans son livre, puis il explique qu'il faut apprendre à moduler ça pour augmenter notre crédibilité, puis augmenter la qualité de notre communication avec les gens. Puis, au final, ça va faire en sorte qu'on va paraître beaucoup plus leader, on va avoir beaucoup plus de leadership, puis on va paraître, on va paraître à notre mieux. Fait que, pour aujourd'hui, je vais arrêter là pour le livre de Guillaume Dulude. Comme je vous dis, je vais faire une partie 2, parce que c'est un livre qui a énormément d'informations, puis je trouvais que ça va être plus digeste à faire 2 parties. Fait que je vous rappelle que dans mon podcast, je vais vous laisser le lien si vous voulez aller vous chercher le livre, que je vous recommande fortement. Pour moi, là, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu, ou si c'est pas le meilleur livre que j'ai lu sur la communication. Vous allez apprendre plein de choses intéressantes, des choses qui vont vous servir au quotidien, parce que c'est un livre qu'il y a de la théorie scientifique, parce que c'est un livre qui se base toujours sur des faits scientifiques. Guillaume Dulude, il parle jamais à travers son chapeau. Il va toujours se baser sur des choses qui sont prouvées scientifiquement pour prouver ce qu'il dit. Mais c'est un livre qui est bien vulgarisé. Comme je vous dis, c'est un livre qui peut être qui est dense, qui peut être exigeant, mais c'est un livre qui est grand public. Fait que dans le prochain podcast, je vais vous parler, entre autres, de les yeux et la communication, tout ce qui est le regard, l'attention. On va parler de ça. Je vais vous parler aussi d'un concept que je ne connaissais pas qui s'appelle le système d'inhibition et le système d'approche. Ça, c'est un concept que Guillaume Dulude élabore dans son bouquin que je ne connaissais pas. Il appelle ça le système d'inhibition, le SI, et le système d'approche, le SA. Fait qu'on va en parler dans le prochain podcast, la partie 2. Je vais aussi vous parler, comme je vous avais promis, là, du Big Five. Ça, c'est les 5 traits de personnalité qui sont prouvés scientifiquement, qui sont sur une base solide scientifiquement, puis qui sont planétaires, parce que toutes les personnes sur la planète ont à peu près les 5 traits de personnalité, où on les a pas mal toutes, les 5 traits de personnalité à différents degrés. Puis aussi, je vais vous parler d'un autre concept du bouquin de Guillaume Dulude, qui est le go et le no-go. Encore plein de belles choses à vous parler de ce bouquin-là. J'ai très très hâte de vous faire la partie 2. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je vais vous mettre le lien, si vous voulez acheter le livre, je vais vous mettre le lien aussi de sa chaîne YouTube, qui est extrêmement intéressante. Honnêtement, là, je passe pas une semaine sans regarder quelques épisodes de sa chaîne YouTube. Il y en a il a publié des centaines de vidéos. Il fait des lives aussi qui sont très intéressants, dans lesquels il va répondre aux questions du public. Puis il va répondre beaucoup à des questions de son livre. Fait que si vous voulez
avoir plus de précision sur certains aspects de son livre, ben, sur sa chaîne YouTube, il y a des lives qu'il publie qui peuvent durer des fois 1 heure et demie. Très, très intéressante. Puis il parle aussi de son entreprise Psycom. Si vous voulez acheter les formations, il va en parler aussi. Il va expliquer en gros qu'est-ce que vous allez apprendre dans ces formations-là. Je vais vous laisser aussi le lien. Et aussi, je vais vous laisser le lien de la saison 1 de son émission dans laquelle il est animateur. C'est l'émission Tribal, qui est extrêmement intéressante comme émission, que je vous recommande fortement. Je vais tout vous laisser les liens-là, dans la description de ce podcast. Alors, je vous souhaite sur ça une excellente semaine et on se dit à la prochaine.